6 mois, 32 vidéos et maintenant plus de 3000 abonnés. C'est le bilan de cette chaîne YouTube que j'ai relancée en janvier 2024. Pour célébrer ça, voici la toute première foire aux questions de l'histoire de la chaîne. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions sur les réseaux sociaux et il est temps pour moi de passer sur le grill et d'y répondre. Alors c'est parti pour la première question de Blas Calvelo, qui est un ami youtubeur aussi. Alors je te remercie Blas pour cette question. Quelle est la méthode que tu suis pour trouver de bonnes idées de vidéos YouTube et quel est le processus que tu mets en place pour les créer de A à Z par la suite? Alors pour déjà comment trouver des idées de vidéos YouTube intéressantes, j'essaye de partir de qu'est-ce que je peux proposer comme vidéos qui sont uniques. Donc pas unique parce que je suis unique, mais unique parce que je vais avoir des expériences de mon passé, je vais avoir des croisements d'idées, je vais avoir vécu des choses, observé des choses que je vais mettre après dans des sujets qui ont l'air d'avoir fait leurs preuves sur YouTube. Par exemple, au début de la chaîne, là, entre janvier et mars, on a fait beaucoup de vidéos où c'était des développements que j'avais par rapport à ma newsletter. Donc, ça permettait voilà, de réfléchir à des sujets, à des méthodes, à des concepts que je développais ensuite via aussi une vidéo YouTube qui était du coup la continuité de ma newsletter. Et là, on a essayé encore d'aller un peu plus loin sur quelque chose de plus storytellé depuis quelques mois, je dirais à partir du mois de mai. Notamment la vidéo que j'ai faite sur Fetch ou la vidéo sur l'histoire de The Family. Et vraiment, l'idée, typiquement, ces deux vidéos-là, c'est des histoires que j'ai vécues, qui sont singulières, où je peux apporter un angle différent que quelqu'un qui n'aurait pas vécu ces histoires pourrait proposer. Par exemple, pourrait parler de The Family, mais sans nécessairement avoir tous les insights que moi je pouvais avoir en étant partie prenante d'une certaine manière de cette aventure. Donc, on part de ça. Et après, pour le processus, on va travailler notamment, comme tu proposes bien aussi de ton côté, Blas, pour le coup, sur le titre et la miniature, le combo important sur YouTube. Tout part de ça. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaie encore de progresser. Là, je suis en train de me structurer avec une équipe, j'en reviendrai plus tard là-dessus. Et donc, je pars de ce titre et de cette miniature. Et ensuite, je travaille sur le script de ma vidéo. Dans mon cas, c'est plutôt un script bullet points. Je vais juste scripter vraiment mot à mot, on va dire l'intro et la conclusion, l'outro. Et après, tout le développement, je veux que ce soit plutôt naturel. Donc, je vais juste avoir des bullet points. J'utilise Whimsical, un outil de carte mentale, notamment pour faire ça. J'enregistre la vidéo. Donc, moi, en l'occurrence, j'enregistre les lundis après-midi mes vidéos dans mon agenda. Et après, j'envoie donc au monteur, en l'occurrence, c'est mon frère Maxime qui a monté pour l'instant mes vidéos. Là, je suis en train de structurer la chaîne, mais pour l'instant, c'est lui qui m'a aidé sur les vidéos. Et on publie donc une fois par semaine le dimanche ensuite. Donc voilà pour le processus de A à Z et comment je trouve du coup les idées de vidéos YouTube. Je te remercie pour ta question et je vais passer à la question suivante. Théo Queno qui m'a posé une question sur LinkedIn. Comment gardes-tu ton organisation au clair avec tous tes projets? Alors c'est un vrai sujet, effectivement, l'organisation entre les différents projets. J'ai plusieurs manières d'aborder ça. La première, c'est d'organiser sa vie en phases de vie. C'est-à-dire, voilà, je suis dans des phases qui sont délimitées. Je vais me dire, voilà, pour les prochaines semaines, je vais avoir une intention qui va, par exemple, de lancer un certain projet. Et ensuite, je vais construire tout un environnement du coup d'activités, de journées idéales, de sous-projets qui vont être rattachés à ce projet ou qui vont ne pas le cannibaliser. Et par exemple, j'ai une conviction forte que j'ai développée notamment avec mon frère qui m'avait beaucoup dit ça les dernières années, c'est de jamais lancer deux gros projets en même temps. On peut avoir différents projets, mais ils doivent être à des stades de maturité différents. Et donc moi, je fais maintenant hyper attention de jamais avoir deux gros projets à la fois. J'ai eu un cas concret récemment, c'est que là, j'avais envie de lancer deux projets pour la rentrée 2024 en septembre. Et il y en a un que finalement, je ne vais pas faire et que je vais remettre à plus tard, ou peut-être même à jamais selon l'évolution, parce que je pense que ça va être au détriment des deux projets si j'avais essayé de lancer les deux. Donc les phases de vie, un gros projet seulement à la fois. Et j'essaye au maximum d'avoir des projets qui, comme je disais, soit ne cannibalisent pas. Donc, par exemple, si j'ai un projet business, je vais avoir des projets plutôt reliés à ma santé, par exemple un défi sportif, un projet plus intellectuel, lire certains livres ou développer ma curiosité dans une thématique particulière, ou un projet plutôt en lien avec le social, les relations. Donc c'est comme ça que je fonctionne sur les projets et ça me permet de ne pas cannibaliser, de vraiment pouvoir me focus aussi. Je crois beaucoup en l'intensité quand on lance un projet, un business, n'importe quoi qui demande du temps. Il faut de l'intensité, il faut mettre de l'énergie, il faut du temps de cerveau. Et du coup, j'ai cette conviction, monoprojet, soutenu par un écosystème, une phase de vie et des sous-projets, comme je l'ai expliqué. Dernier point aussi, c'est que je fais beaucoup de journaling et je passe pas mal de temps au final, quand je me sens un petit peu que ça part un peu dans tous les sens, à redéfinir mes priorités,
à me poser les questions difficiles, à voir est-ce que je dois pas mettre de côté, arrêter, restructurer, déléguer certains projets actuels, passés. Est-ce qu'il y a des projets futurs au final qui sont pas pertinents ou à l'inverse que je devrais faire plus vite que ce que je pensais. Donc je suis souvent en train de travailler sur, on va dire, rechallenger, recalibrer tout mon écosystème, tout mon environnement et tous les projets que j'ai envie de développer. Alors quand je dis souvent, c'est pas tous les matins, hein, c'est peut-être toutes les 2-3 semaines, mais ça m'aide beaucoup en tout cas à avoir de la clarté sur ces projets. Alors je vais prendre la question maintenant de Julien Gérard qui me demande comment tu as construit ta propre vision qui t'a amené à dimensionner ton business autour de celle-ci. Alors dans la continuité, en fait, beaucoup de journaling, beaucoup d'écriture en privé. Voilà, je suis quelqu'un qui, tous les jours quasiment, écrit des choses qu'il ne va pas publier, au-delà des contenus que je peux publier sur Internet et des vidéos. Et vraiment, c'est la base de mon introspection. Je me pose des questions, je creuse. J'ai pas de règles particulières voilà, de journaling, mais voilà, je pars souvent d'une question, d'une problématique que j'ai, d'une envie. Voilà, je trouve un angle en tout cas, je commence à écrire. Parfois d'ailleurs, la vraie question émerge au bout de quelques minutes d'écriture. Donc ça, c'est la partie plus introspection, écriture, travail sur soi. Et en parallèle, en fait, le plus je fais de projets et le plus j'itère sur ma vision, le plus je suis proche de celle-ci. Du coup, je crois beaucoup à la mise en mouvement, vraiment l'adéquation, et c'est tout ce que je développe avec la thèse du philopreneur, donc une forme d'introspection, de vie introspective, philosophique, réflexive, donc avec le journaling par exemple, et de l'autre côté, des projets, de l'action, du mouvement, et du coup une conviction forte que c'est par l'itération, c'est par l'essai-erreur que, aussi bien en business que dans sa vie, on va trouver vers où on veut aller. Et donc, le plus je fais d'itération, le plus je fais de projets, le plus je me trompe, et du coup, le plus j'apprends et le plus je suis proche de, en fait, quelle est la vie que j'ai envie d'avoir et quel est le business que je veux créer pour soutenir cette vie. Donc, je pense que c'est vraiment ma façon de fonctionner. C'est une conviction profonde que j'ai qu'entre guillemets, c'est une des bonnes manières, en tout cas, de faire. J'espère que ça te servira dans tes projets. N'hésite pas à réagir en commentaire. Gary Pouille me demande comment j'ai trouvé mes idées de business. Alors souvent, je pense une des meilleures manières de trouver des idées de business ou des idées de projet, c'est de partir de soi, de ses besoins, de ses problématiques personnelles. Quand j'ai lancé Fetch, ma startup en 2015, j'ai eu un moment ce désir, ce besoin de créer un service de livraison dans ma ville d'où je suis originaire, à Nancy. C'était pas une opportunité de marché, je connaissais pas le marché spécialement, voire pas du tout avant d'avoir l'idée en tout cas. Et c'est vraiment un moment en fait juste un désir, une problématique que j'ai. J'arrive pas à me faire livrer ou je peux pas me faire livrer les restos que j'ai envie de me faire livrer dans ma ville. Et de là en découle un business qui après voilà va être, je vais forcément, commencer après à faire du benchmark, à regarder le marché, à voir si l'opportunité est intéressante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de partir d'un problème qui part de soi et très important, partir du coup d'un vrai problème. C'est qu'une fois qu'on est parti d'un problème qui nous correspond, qui part de soi, est-ce que ce problème est partagé par d'autres? Et quelle est la force de ce problème? Est-ce que c'est un problème marginal ou un problème douloureux, urgent, important? C'est très différent. Donc je dirais que c'est vraiment la combinaison de ces deux choses-là. Après, maintenant, j'essaie de plus en plus d'incorporer dans mes choix de projet, dans mes choix de business, ma vision aussi. C'est quoi le monde que j'ai envie de... Enfin, le monde, entre guillemets, le petit monde que moi j'ai envie de créer, qui j'ai envie d'aider, quelles sont les problématiques de ces gens, comment je peux insérer ma vision, mes centres d'intérêt, mes passions dans les projets que je construis. Par exemple, dans des projets business ou du coaching business, comment je peux intégrer la philosophie, la lecture, des visions un peu différentes de ce que proposent les autres coachs en business, par exemple. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que je construis à partir de mes idées de business et plus largement mes projets. Florent Roy me demande comment trouver l'équilibre entre le lâcher-prise nécessaire à la créativité et la rigueur nécessaire à la productivité. C'est hyper intéressant, effectivement, ça peut paraître une dichotomie. Moi, je pense qu'une des manières de répondre à cette problématique, c'est déjà de définir et de designer différents modes de vie, modes de travail. C'est de se dire, voilà, j'ai des modes de vie plutôt production et du coup productif, et des phases de vie ou des modes de vie plutôt créatives, où je vais plutôt aller dans ce qu'on appelle la divergence. Donc en fait, tu vas aller chercher des idées à droite à gauche, tu vas laisser de l'espace, laisser du temps long, du temps libre, du temps creux, de l'ennui. En fait, et du coup, tu vas aller chercher en fait, on va dire de l'inspiration, des idées, des connexions que tu vas beaucoup moins pouvoir créer en fait de manière naturelle quand tu es dans un mode travail, charbonnage, productivité. Donc, il faut vraiment avoir ces différents modes d'être et de travail. À partir de ça, en fait, tu peux avoir plusieurs manières de les caser, on va dire, dans ta vie. Donc, c'est soit à l'échelle de phases de vie.
Donc tu vas dire, par exemple, là, pendant ces 3 prochaines semaines, je vais plutôt dans un mode de divergence, je vais partir aller marcher, je ne sais pas dans quelle montagne, enfin, tu vas te designer une phase de vie plutôt reliée à, aller chercher, voilà, de la ressource, des idées, de la divergence. Et tu vas revenir après et faire, 3-4 semaines en mode vraiment travail, lancer un projet, lancer un produit ou que sais-je. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Tu as une autre manière qui est plutôt dans ta semaine ou dans tes journées, comment tu structures ton temps et tes blocs de temps, tes moments pour avoir ces différents modes. Moi, c'est plus ce que je fais en fait. Je fais même en réalité, je fais même un mix des 2, mais je suis quelqu'un qui est quand même assez, qui a besoin quand même d'avoir ses routines, ses habitudes, une structure dans ses semaines et ses journées. Et en fait, du coup, je vais avoir des moments dans mes journées et dans mes semaines qui vont être plutôt dédiés, vraiment à la production, ce qu'on appelle le building. Vraiment, je crée, je produis, je construis. Dans ces moments-là, je vais être vraiment en mode, bulldozer, sur la to-do list et le but, c'est vraiment d'avancer sur le projet. Et d'autres moments qui vont être beaucoup plus, temps long, créatif, sur de l'écriture, sur du journaling, sur de la lecture, sur de la marche. Je passe beaucoup de temps à marcher. Donc c'est vraiment les 2 modalités en fait que je t'invite à créer. En termes de références, j'ai quelques livres à vous proposer justement sur ce sujet-là. Il y en a 2 qui me viennent en tête là. Il y a Rest, d'un auteur anglais avec un nom coréen, je l'ai plus en tête là, mais c'est un super livre que je vous recommande justement pour, comprendre comment justement les grands, de figures importantes, peu importe les domaines, mettent le repos et le repos de qualité, le temps de qualité dans, justement, leur quotidien pour pouvoir avoir une créativité et même une productivité décuplée. Et un autre livre, un de mes livres préférés, qui s'appelle Daily Rituals de Mason Curry, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui va retracer des habitudes, des routines, des journées types d'artistes, de réalisateurs, d'écrivains, de scientifiques. Donc voilà, c'est des livres qui nous font prendre conscience de l'importance du temps long, du repos, de s'écouter, enfin de créer ces modes d'être et de vie, encore une fois, et de travail dans son quotidien. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Maintenant, on a Beyond the Court sur YouTube qui me demande: est-ce que tu consommes beaucoup de contenu pour produire autant? Et si oui, quel créateur recommandes-tu? Et de quel format je préfère, en gros, entre vidéo, écrit et audio? Alors déjà, est-ce que je consomme beaucoup de contenu pour produire autant? La réponse est oui. Alors ma consommation principale est quand même basée sur les livres en réalité. Donc c'est ce qu'on appelle ça la consommation de contenu, je sais pas. En tout cas, c'est la consommation de lecture, de livres. Je lis entre 40 et 50 livres par an maintenant. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, et j'ai eu des époques où je lisais plus que ça, même en termes de livres. Là, j'ai voulu me recentrer voilà, sur une pratique récurrente et pas aller chercher le nombre, mais plutôt la qualité. C'est ce que le fait de lire 1 à 2 heures par jour, forcément, à la fin de l'année, on se retrouve à lire 30, 40, 50, 60 livres selon la taille des livres qu'on va choisir. Donc, c'est la première chose. Donc, j'ai une consommation très axée livre à 70-80%. Et ensuite, je vais, pour notamment ma consommation, pour ma création de mes contenus, aller aussi m'inspirer, voir ce que font les autres en termes de format, en termes de type de publication, de type de vidéo, de titres, et cetera. Donc ça va plus être, sur l'aspect, benchmark, créativité, voir ce que fait le marché, voir ce que font les autres dans d'autres domaines aussi. Je vais avoir cette consommation aussi, qui est moins rattachée du coup à créer à générer développer mes idées, mais plutôt à voir les structures qui sont proposées. Et après, sur la consommation de contenu, plutôt basée sur les idées que je trouve intéressantes et qui vont nourrir, au-delà des livres, ma propre pensée, ma propre philosophie de vie, mes propres idées. Il va y avoir quelques créateurs que je peux recommander. Il y a notamment Danko, je pense, qui est le créateur américain qui est le plus proche de ce que je propose aujourd'hui, qui a percé ces dernières années. Derek Sivers, que je suis depuis des années, ça doit faire 7-8 ans que je suis, donc j'adore son blog, j'ai lu tous ses articles de blog et tous ses livres. Il y a Étienne du Dolmen, un youtubeur français que j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de rencontrer l'an dernier, qui je trouve a quelque chose de vraiment spécial et très intéressant dans l'univers qu'il est en train de créer, dans les idées qu'il développe, dans son mode d'être, en fait, son mode de vie, qui est très intéressant et qui m'inspire de par même ses idées, sa création, sa façon de voir le contenu. Et enfin, si j'en cite encore un ou deux, il y a Hormozy sur la partie business qui est très très bon et qui partie un petit peu à la pointe en ce moment de ce qui est proposé sur le contenu marketing business. Et Naval Ravikant, que j'aime beaucoup aussi, qui fait la jonction entre cet aspect philosophie d'Internet, on pourrait dire, philosophe des temps modernes, et business qu'il a avec ses capacités à créer du très bon contenu. Donc voilà, c'est un peu les créateurs que je suis le plus. Mais en réalité, c'est quand même avec les auteurs, les écrivains avec qui je passe le plus de temps. Et même ces personnes que j'ai citées en tant que créateurs ont souvent écrit des livres. Donc c'est plus même par leurs livres et leurs textes longs
que je vais vraiment m'imprégner de leur travail et de leurs idées. Prochaine question avec Sport Mental qui me demande sur YouTube, lorsqu'on a beaucoup d'idées sur sa niche, créer ses propres concepts sur le sujet, comment faire maintenant pour les articuler en une méthode cohérente? C'est toujours des questions intéressantes et pas évidentes, il n'y a pas qu'une réponse à donner là-dessus. Je pense que pour créer des méthodes, une des bonnes approches, c'est de revenir à soi, encore une fois, de se dire, voilà, quels sont les problèmes que j'ai résolus dans ma thématique et donc dans ma vie. Et en rétro-ingénierant, du coup, en repartant de, là, on refait tout a posteriori, quelles sont les étapes que j'ai franchies pour arriver à un certain résultat. On essaie du coup de le théoriser, de voir les grands piliers, les grandes milestones. On crée après les petites étapes qui permettent à chaque étape de se faire. Et idéalement, après, on va tester, on va dire, le protocole qui a fonctionné pour nous sur d'autres personnes, notamment via voilà, du mentorat, du coaching, du conseil, de l'accompagnement. Moi, ce que je fais beaucoup, voilà, c'est d'ailleurs une manière de créer des offres, d'ailleurs, un point de vue business qui est assez forte. Et on teste voilà, en quasi gratuit ou pas très cher au début, puis on monte petit à petit. Alors, c'est pas le sujet de la question, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne manière de tester concrètement ces méthodes, ces protocoles, en trouvant des personnes qui ont ce même objectif, ce même désir, ce même problème que soi, et de les aider du coup à le résoudre. Et ensuite, plus on va avancer, plus on va itérer en fait sur cette méthode, ce protocole, le plus tu vas pouvoir y injecter justement les idées que tu as développées, ta vision et tes concepts. Donc c'est vraiment, je pense, l'articulation des deux, donc repartir de soi et y injecter par itération du coup ta vision, tes concepts, tes méthodes dans ta, on va dire, méta-méthode. Et une bonne manière de faire aussi, alors c'est plus un élément marketing, c'est de nommer ta méthode, de nommer les piliers de cette propre méthode. Il y a notamment Russell Brunson qui est très très bon pour ça en tant que créateur de contenu et entrepreneur. Il en parle très bien dans ses livres. Donc voilà, ce que je peux recommander sur voilà, comment partir de ces concepts, de ces idées et en développer des méthodes avec cette double articulation de intégrer dans des protocoles tout ce que tu as développé déjà de ton côté. Ensuite, on a Mehdi Carillo qui demande est-ce que tu penses qu'avoir plusieurs gros projets à la fois, donc un gros projet et plusieurs secondaires, c'est OK? Ou alors il faut méga focus et rien d'autre en plus? Merci Mehdi pour la question. J'ai déjà un petit peu répondu, je vais revenir très brièvement dessus. Moi, ma théorie, c'est un gros projet en même temps, pas deux, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et effectivement, donc des projets secondaires qui ont des synergies avec le premier projet ou qui ne cannibalisent pas le premier projet. Voilà, c'est vraiment les deux manières pour moi, je pense, d'aborder ces projets et de ne pas se disperser. Et il me demande aussi, selon toi, combien de temps sans résultat avant de lâcher un projet? Alors, je pense avant de parler de temporalité, de durée, ce qui est important, c'est de mesurer le niveau d'intensité. Si tu mets un niveau d'intensité très fort sur 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois c'est préférable et plus parlant en termes de données que tu récupères pour arrêter ou continuer que si tu es fait pendant 6 mois, 1 an à faible intensité. Donc il faut vraiment prendre en compte cette dimension intensité aussi dans ta façon de travailler sur tes idées et lancer tes projets. Et je pense que c'est un truc qui est difficile, en fait, c'est plus intuitif, mais quand tu as le bon niveau d'intensité, si en 2-3 mois, je dirais un peu de manière arbitraire, tu as pas des éléments de ton marché qui montrent que en fait, tu es plus précis et que les choses, si c'est un produit par exemple, se vendent plus facilement, et ça se vend toujours plus facilement, et que tu atteins ce qu'on appelle le product market fit, peu importe soit du produit, du service ou même une idée que tu proposes, si tu n'as pas ce product market fit au bout d'un certain temps avec suffisamment d'intensité et de données, c'est certainement qu'il est temps, alors pas forcément d'abandonner le projet, mais de pivoter le projet, de pivoter l'idée, de pivoter le produit vers quelque chose d'autre. Et là où c'est important, c'est pareil, c'est un côté avec l'expérience et l'intuitivité, on peut dire l'intuition. Est-ce que tu dois pivoter à 100% ou est-ce que tu dois proposer une proposition de valeur et une solution légèrement différente au même problème? Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est le problème que tu veux résoudre qui n'existe pas ou qui n'est pas suffisamment fort, ou est-ce que c'est la solution que tu apportes à ce problème qui n'est pas la bonne? Donc, c'est deux façons différentes du coup, de faire des ajustements selon la réponse que tu vas trouver à cette question. En tout cas, voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Et là, c'est toujours difficile parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Il faut être au contact des personnes avec qui on échange, de son audience, de ses premiers clients, ses premiers prospects. Et voilà, il n'y a que du travail qualitatif là qui va pouvoir te donner les bonnes réponses pour pouvoir prendre les bonnes décisions ensuite. Maintenant, on a Cerveau Numérique qui me dit Hello Jean-Charles et félicitations. Merci. Et salut à toi. On se connaît d'ailleurs en privé, donc c'est cool. Merci pour ta question. Une question donc pour toi. Dans ton parcours entrepreneurial, quelle est la place que tu donnes aux rencontres que tu fais
Et as-tu des exemples de conversations qui ont fait pivoter ton mindset, t'ont surpris ou peut-être donné un maximum d'énergie? Alors déjà, pour répondre, je devrais dire que, en réalité, j'entreprends d'une certaine manière pour les rencontres que je fais. Et inversement, les rencontres que je fais m'aident à développer mes projets. Les 2 pour moi se nourrissent énormément et quand je fais le bilan à chaque fin d'année, de mon année, je me rends compte que la chose dont je me souviens de loin le plus, c'est pas les projets, c'est les gros projets, on va dire, que je peux faire éventuellement, mais c'est surtout les moments, les souvenirs que je vais créer avec les gens, que j'apprécie, que j'aime, qui me stimulent intellectuellement aussi. Et ces personnes-là sont souvent ou parfois rattachées à ces projets. Donc je dirais vraiment il y a une articulation entre projet et rencontres et personnes avec qui je passe du temps. Donc je dirais que pour moi, en fait, les rencontres, c'est tout en fait, pour répondre à ta question. C'est que je me suis construit, grâce aux rencontres, grâce aux groupes que j'ai pu constituer dans les différents, domaines dans lesquels j'ai passé du temps, où j'ai voulu être performant, progresser. Dans toute ma vie est vraiment une histoire de rencontres, d'échanges et de travail collectif. Je crois beaucoup au concept de Sénus, qui dit que voilà, qu'en fait, il faut un groupe de 6, 8, 10 personnes qui sont au même endroit, à un instant T, à travailler sur des choses similaires et qui vont faire de manière collective ou individuelle après des grandes choses. Voilà, moi, d'une certaine manière, voilà, je cultive ça depuis mon adolescence dans tous les domaines que j'ai fréquentés. Donc, je peux donner plusieurs exemples. J'ai eu un groupe à Paris, par exemple, quand je suis arrivé en 2019, où j'ai eu ce groupe d'entrepreneurs qui se lançaient dans la création de contenu. On s'est beaucoup poussé. Avant ça, je l'ai eu dans le poker quand j'étais jeune adulte, où je me suis vraiment entraidé avec d'autres personnes dans des groupes Skype à l'époque. Je le fais maintenant avec des solopreneurs qui vivent un peu aux quatre coins du monde, mais on a des discussions en commun, en one-one, en groupe. Donc vraiment, tout ça est fondamental pour moi et donne beaucoup de sens au final à mes projets. Et après en termes de rencontres ou de discussions qui ont eu un changement, alors il y en a des dizaines ou c'est pas des centaines. Dans les récentes, alors ça a été plus ces dernières années avec des gens plus jeunes que moi et en même temps qui avaient compris des choses, notamment au niveau, création, idées ou business que j'avais du mal à comprendre et souvent les jeunes qui me font en fait, faire passer à l'action, je dirais, plus que les gens plus âgés que moi. Il faut analyser, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. J'ai eu ma rencontre notamment avec Elliot Meunier sur la gestion des connaissances qui m'a beaucoup apporté, alors aussi bien sur cette thématique, mais via nos discussions ces 3-4 dernières années. Plus récemment, à Budapest où j'habite, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Raphaël Dallot, qui est un jeune entrepreneur aussi, qui a une agence, qui m'a fait pas mal réfléchir à travers nos discussions, à travers son rapport à l'argent, sa manière d'être, sur comment développer mon propre business. Donc voilà, c'est vraiment des rencontres, comme je dis, avec des personnes plus avancées que moi, dans un domaine et souvent plus jeunes, ce qui me font prendre conscience qu'en fait, ils ont un prisme, ils ont eu un angle d'attaque différent de moi qui me fait dire: «Je dois évoluer là-dessus» ou en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant à creuser et clairement, voilà, pour répondre, encore une fois, les rencontres fondamentales dans mon histoire. Ensuite, je passe à la question suivante. Il y a Kurdalax sur YouTube, qui est autre que mon frère, Kurdalax, qui me demande, question intéressante: quel est le rôle du timing dans la réussite ou l'échec d'un projet? Et de manière générale, penses-tu que tu as lancé Fetch, donc ma startup, au bon moment? Alors pour répondre, oui, pour moi le timing c'est fondamental. Clairement, quand on lance un projet, peu importe la nature du projet, un business plus largement, le timing fait partie des choses qui sont les plus importantes pour le succès ou l'échec de ce projet. Encore plus dans un univers très compétitif et a fortiori dans le milieu des startups, sur des marchés par exemple winner take all comme était Fetch, du coup une boîte de livraison de repas de restaurant que j'avais créée en 2015. Il y a vraiment en fait un timing en fait pour pouvoir prendre les vagues, que ce soit les vagues de financement, les vagues de product market fit et le fait en fait de pouvoir se positionner comme quelqu'un qui peut prendre tout le marché avant ses concurrents. Et donc si j'avais un moment idéal où j'aurais aimé lancer Fetch a posteriori, indépendamment d'autres facteurs qui auraient pu aussi complètement jouer sur le succès ou l'échec de cette entreprise, je dirais que c'est pour moi 2012-2013. En gros, on a les apps du coup qui se développent grâce à l'iPhone en 2008, premier iPhone. Premières années un peu à tâtons, et vers 2011, 2012 et surtout 2013, les apps commencent à arriver à maturité. Du coup, il y a de nouveaux usages qui se font, notamment dans la food delivery.
et la création de services comme Deliveroo, puis Fetch, que j'ai créé, Uber Eats, etc. Et je pense, du coup, pour pouvoir prendre la meilleure vague, comme un surfeur, il aurait fallu plutôt lancer en 2012-2013, ce qui aurait permis d'avoir des financements beaucoup plus forts, de beaucoup moins être comparé après par les investisseurs en capital risque avec Deliveroo, qui avait déjà levé beaucoup plus d'argent que nous et qui était plus développé. Et donc voilà, donc c'est vraiment une question de marché. Après, voilà, je pourrais te faire une réponse pendant beaucoup plus long. Et en fait, je regrette pas du tout, évidemment, d'avoir lancé Fetch. Mais a posteriori, voilà, le time to market est très important. Et voici ce que je peux te dire par rapport à ce timing de mon côté. Et ensuite, donc, pour la continuité, penses-tu relancer une startup? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait te décider à te relancer dans cette aventure entrepreneuriale? Et quel serait mon plus gros avantage par rapport à la situation au lancement de Fetch? Alors déjà, penses-tu relancer une startup et comment la relancer? Donc la réponse est oui. Je pense que les projets que je vais créer, là, je vais beaucoup plus pousser d'ailleurs l'idée le philopreneur. J'ai vraiment envie de créer un écosystème autour de cette grande idée. Et je pense qu'il y aura des business, on va dire en mode startup, à lancer dans les 3, 5, 10 prochaines années. Donc je n'exclus pas du tout de remonter une startup. Il y aura certainement une brique Web3 dans ce projet de startup. La raison, très rapidement, et je reviendrai dessus peut-être dans une vidéo, c'est que je pense qu'on vit dans une société aujourd'hui où la répartition de la valeur dans plein de domaines n'est pas forcément juste ou égalitaire. Et du coup, je pense que la blockchain et le Web3 peuvent aider pour pouvoir mieux répartir cette valeur. Et ça se combine plutôt bien avec ma vision assez long terme que j'ai, notamment de l'écosystème philopreneur que je veux développer. Même pour des aspects communautaires, la blockchain est hyper intéressante. Donc il y a déjà cet aspect-là pour te répondre. Et au niveau de comment est-ce que j'aurai des avantages par rapport à Fetch et comment du coup je montrerai peut-être différemment ma prochaine startup. La grande différence, c'est que cette fois-ci, je ne démarrerai pas avec zéro compétence, zéro réseau, zéro capital et zéro asset d'audience. Là, cette fois-ci, je la montrerai plus de manière moderne, avec justement tous ces assets qui auront été créés grâce à mon solo business, grâce à mon audience, grâce à tout ce que je fais depuis 4-5 ans et que je vais continuer à faire les prochaines années. Et du coup, j'aurai beaucoup plus d'options et beaucoup plus d'autonomie dans les choix que je ferai. Donc, je pourrais monter une startup, par exemple, en autofinancement ou en financement grâce, notamment peut-être avec la blockchain, avec ma communauté. Je pourrais prendre ou non l'argent extérieur de venture capitalistes, donc d'investisseurs professionnalisés de startup. Voilà, tout ça va évoluer en fait, je pense, au milieu des startups. Et donc, je pense que j'aurai une manière plus moderne de monter ma boîte, plus, on va dire, année 2020 ou année 2030, par rapport au modèle des années 2010. Et aussi, en tant que meilleur entrepreneur, j'aurai plus de 10 ans d'expérience en plus en tant qu'entrepreneur. Donc, j'aurai tout ce bagage aussi, toutes ces compétences que je développe maintenant. Donc voilà, tout ça fait que je pense que ce sera très différent de comment j'ai monté Fetch dans ma vingtaine. Dans la continuité des startups, il y a Chris 91 420 qui me demande sur YouTube quelle trame de documents et quelle structure doit-on préparer pour se présenter devant des investisseurs, au-delà des informations basiques que l'on trouve sur le web à ce sujet. Alors déjà, j'ai envie de dire, ça dépend du tour de financement. Si tu as une startup, est-ce que tu lèves un pré-seed, un seed, une série A, une série B, une série C? Ça n'a rien à voir à chaque fois. Il y a on va dire, des règles, des dynamiques différentes. Si c'est ton premier tour de table, tu vas plutôt vendre sur une vision. Donc vraiment, tu vas embarquer les gens. Voilà, j'ai vu tel problème dans tel marché, avec tel persona que je cible, de telle manière, avec tel véhicule. Donc voilà, j'ai testé ce produit, tel MVP de tel produit que j'aimerais développer, qui a eu telle preuve de résultat, donc un début de traction. Voilà, tu vas vraiment montrer en fait des éléments de vision et de concret à son MVP qui font que tu vas embarquer les investisseurs dans ta vision, dans ton projet et dans le marché dans lequel tu as envie d'impliquer. Si plus tu es mature, le plus tu inverses, en fait, la vision reste importante, mais les chiffres deviennent fondamentaux et il faut montrer petit à petit que tu as ce qu'on appelle des moats, des avantages compétitifs, que ce soit par ta communauté, que ce soit par ta tech, même si c'est de plus en plus via la communauté, qui montre que tu es quelqu'un dans lequel il faut investir, que tu as une vision forte de ton marché, que tu as un founder market fit, donc tu es quelqu'un qui fit avec le marché et le type d'entreprise qui est en train de monter. Donc voilà, tout ça devient de plus en plus évolué petit à petit. Après, le point commun, c'est que dans tous les cas, je ne te recommande pas de faire des usines à gaz
au niveau de ce qu'on appelle le pitch deck, donc le document qu'il faut créer qu'on peut créer pour lever des fonds et faire ses présentations envers les investisseurs. Donc limite-toi à 10-15 slides. Tu peux t'inspirer par exemple de ce qu'avait fait Jean Laroche-Brochard sur ses articles Medium. Alors, ça remonte déjà à quasiment 7-8 ans, mais c'est des très bonnes bases. Tu peux peut-être trouver quelque chose de plus moderne. En tout cas, voilà, pas plus de 15 slides vraiment pour pas perdre les gens et vraiment être plutôt dans vraiment ta vision, le concret et raconter vraiment ce que vous avez fait et après le baquer peut-être plus par des business plans financiers du coup notamment, pas des business plans complètement théoriques. Donc du concret, le plus tu avancé et le plus de vision, le plus de précision sur où tu vas, ta compréhension du marché, etc. Ensuite, il y a Alma GM4LF, super pseudo, sur YouTube qui me demande quelles sont selon toi les compétences clés qui nous permettront de nous démarquer à l'avenir avec la montée en puissance de l'IA qui rend les humains de plus en plus inutiles. Alors, je reviendrai sur le plus en plus inutile. Alors déjà, mon premier point, je dirais, c'est de savoir travailler de la bonne manière avec l'IA. L'IA, elle est soit là pour te remplacer si tu fais ton job, en fait, tout ton job, la valeur principale de ton job avec l'IA. Donc là, forcément, tu crées les conditions de ton remplacement et plutôt se dire, voilà, comment, en fait, je me crée un job, de cette manière, où je crée de la valeur qui exploite l'IA pour m'amplifier. Donc, par exemple, est-ce que tu écris des articles complètement ChatGPT? Et dans ce cas, tu peux en écrire plein à la volée. Alors, tu es peut-être plus productif, mais globalement, tu écris, si tu es rédacteur, tu écris en fait des articles et du coup, tu remplaces ton job par l'IA. Donc, si c'est ton cœur de métier, c'est dangereux. Ou à l'inverse, est-ce que c'est ton business qui a besoin de générer énormément de contenu? Et dans ce cas, potentiellement, l'IA peut être intéressant pour faire de la création à l'échelle de manière indécente de contenu sur ton site. C'est pas ce que je recommanderais, mais ça sera en tout cas une utilisation plus intelligente. Ou si tu es quelqu'un qui est dans l'écriture, par exemple, comment tu utilises l'IA pour écrire les meilleurs articles sur ton sujet, les articles les plus singuliers. Ça revient notamment avec l'importance de mettre sa vision, son prisme, sa perspective, ses observations personnelles, ses exemples personnels. Tout ça prend de plus en plus de valeur avec l'IA qui, en fait, va nous écrire des articles, on va dire SEO optimisés, comme faisaient les rédacteurs web il y a 10 ans. Donc en réalité, l'IA, on n'est pas encore, au moment où on parle en tout cas, à ce niveau de singularité. Et il y aura de toute façon, très certainement, des courants et des contre-courants contre IA, avec des gens qui seront à la recherche de contenu, d'idées développées par des humains, et à l'inverse, des gens qui seront full IA. Enfin, le monde va vraiment être de plus en plus de façon multiple, et chacun va vraiment trouver, je pense, doit trouver en tout cas son positionnement et sa manière d'utiliser et de consommer les choses qui sont faites partiellement, totalement ou nullement avec l'IA. J'ai envie de dire aussi, je pense qu'il est possible de faire des écarts énormes en fait avec notamment l'intelligence artificielle, que ce soit sur un marché, même dans le monde des idées. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens utilisent encore mal l'IA. Donc, je dirais plutôt voilà, essayer de maîtriser l'IA, comme certains disent, avant qu'elle nous maîtrise, avant qu'elle nous mette en esclavage. Donc, vraiment plutôt être vraiment le maître de l'IA. Encore une fois, tout ça est à mettre avec précaution parce qu'on ne sait pas où en sera l'IA dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. En tout cas, au moment où on parle et par rapport aux projections qu'on a, je pense que c'est la bonne approche à adopter. Et tu dis, voilà, les humains sont de plus en plus inutiles. En fait, je pense que c'est une erreur de penser comme ça. L'humain doit juste redéfinir en fait qui il est, à quoi il sert, qu'est-ce que le travail, ou retrouver des nouveaux mots, qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle est la valeur d'un humain au-delà de sa production, de son labeur. Et je pense en fait c'est une opportunité énorme qu'on a d'un point de vue civilisationnel de requalifier vraiment en fait qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que le travail, comment utiliser son temps. Et voilà, ça revient à l'Antiquité grecque, par exemple, et l'école d'Aristote. Il y avait vraiment ce qu'ils appelaient la vie contemplative, par exemple, où en fait le travail était souvent, le travail labeur était réalisé par les esclaves. Alors qu'on juge ou non, en tout cas, à l'époque, ils avaient des esclaves. Faut remettre ça dans le contexte, évidemment, et pas juger avec les yeux de notre époque. Petit aparté, petit aparté que je développerai pas. Et à partir de ça, en fait, aujourd'hui, voilà, l'IA serait potentiellement ce qui remplace les esclaves historiques ou même le salariat, hein, et le salariat au sens du labeur, notamment tous les métiers de labeur. Et petit à petit, en fait, c'est-à-dire, voilà, vers où, en tant qu'humain, je peux trouver du sens, où je peux créer du sens, où je peux apporter de la valeur autour de moi, où je peux apporter de la vision, de la perspective, où je peux apporter du beau, de l'art. Bref, beaucoup de choses, je pense, à développer. Je ne pense pas du tout que l'humain va devenir inutile. C'est juste que l'humain et le travail vont évoluer
comme ça a toujours été le cas en fait depuis le début de notre civilisation. Antoine sur Telegram qui me demande comment fais-tu pour trouver autant d'idées de contenu et de sujets qui me permettent notamment d'écrire une newsletter par semaine depuis 5 ans. Alors, merci Antoine pour ta question. Merci de mettre en avant ma newsletter dans la tête d'un philopreneur. Allez vous abonner d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Je mets le lien en description. Et comment je fais? J'ai tout simplement en fait un brain dump. J'ai 2 documents, donc un brain dump et un backlog. Le brain dump, c'est un document sur lequel je note tout ce qui me vient par la tête, plus ou moins intéressant pendant mes semaines. Donc c'est un document sans friction que j'ai sur Obsidian en l'occurrence, où je note mes idées de projet, les choses que j'ai à creuser sur un projet, potentiellement des petites to-do que j'ai pas envie de perdre, et des idées de contenu. Donc ce qui fait que je génère énormément d'idées, énormément de matière toutes les semaines que je trie les dimanches. Et en plus de ça, j'ai un backlog donc par réseau social ou par type de contenu. Donc j'ai un backlog newsletter, un backlog post LinkedIn, un backlog newsletter, notamment c'est mes 3 principaux. Et en fait, j'ai plein d'idées. Plein d'idées. Alors la plupart, je les ferai jamais certainement. Mais en tout cas, j'ai une abondance d'idées. Donc quand je dois écrire ou commencer à travailler sur un sujet de newsletter, jamais de problème à pas avoir des idées, plus un problème à choisir et à trouver le bon angle. C'est plus ça, on va dire, ma difficulté dans mon cas. Mais tout ça passe par ce petit système de brain dump et de backlog. Quels sont les conseils que je peux te donner pour lancer une chaîne YouTube? Alors j'ai plusieurs conseils. Le premier, c'est de commencer avec un setup hyper minimaliste. Dans mon cas, par exemple, j'ai juste mon iPhone, un trépied qui doit coûter 15 euros, 20 euros sur Amazon. Et au début, j'avais même pas le micro avec lequel j'enregistre. J'enregistrais qu'un petit micro Sony que recommande Antoine BM sur sa chaîne YouTube. Donc le setup m'a coûté au total, si j'enlève le téléphone que j'utilise au quotidien, moins de 200 euros. Donc vraiment pour peu cher, on peut faire des vidéos de manière très minimaliste, qualitative pour démarrer. Ensuite, c'est de s'engager sur YouTube en le prenant sérieusement et en se disant je vais faire du YouTube pendant 1 an, 2 ans, à raison idéalement d'une vidéo, voire 2 vidéos par semaine. Alors si c'était full time, très vite, tu peux faire 2 vidéos. Sinon, je dirais 1 vidéo par semaine, c'est on va dire le minimum. Si tu fais pas des vidéos hyper développées, ce que je recommanderais pas pour commencer, parce qu'il vaut mieux faire de la quantité pour aller après sur la qualité. Voilà, tout le monde ne peut pas faire du marketing mania par exemple de jour 1. Je pense qu'il vaut mieux faire de la qualité pour peut-être tendre vers ce type de vidéo après si c'est ce que vous voulez faire ou ce que toi tu veux faire. Et donc la qualité, ce commit, avoir toujours 1 ou 2 vidéos d'avance, ça permet quand il y a des imprévus, des problèmes, quand on est malade, peu importe des imprévus de la vie, au moins on continue à tenir son calendrier et on est beaucoup plus serein quand on produit au quotidien. D'ailleurs, tout début d'année, j'ai eu aucun souci à produire sur YouTube parce que j'avais de l'avance. En tout cas un petit peu d'avance, au moins 1 semaine. Et là, depuis l'été, le printemps, pour différentes raisons, j'ai eu plus de mal à être régulier à certains moments parce que j'ai pas cette semaine d'avance. Et là, c'est un de mes buts pour la rentrée 2024, septembre, c'est de prendre 1 à 2 semaines d'avance à nouveau et de me structurer pour pouvoir sortir au moins 1 vidéo par semaine sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu les conseils principaux que j'ai. Et donc, comme je t'ai dit, de faire de YouTube une priorité dans ta vie et de lui donner la place qu'il mérite pour pouvoir se développer sur ce réseau. Ensuite, une autre question sur comment je gagne ma vie. Pour l'instant, je vais te répondre de manière assez simple. C'est que j'ai une ligne de revenu principale qui est le coaching individuel. Donc moi, j'ai une audience, donc YouTube certes, où j'ai 3000 abonnés, mais une audience plus développée via ma newsletter. Je vais avoir à peu près 10 000 abonnés. Et sur LinkedIn, où j'ai plus de 30 000 abonnés. En tout cas, au moment où je parle plutôt un peu moins de 30 000 abonnés plutôt. Et du coup, de cette audience, j'arrive à, notamment avec ma newsletter, à proposer des services, des offres. Et mon offre principale, et même mon offre unique signature actuellement, c'est une offre de coaching que je vends du coup pour les personnes qui veulent développer un solo business entre 100 et 200 000 euros, donc poser les fondations de ce solo business, tout en faisant en sorte que ce solo business soit aligné avec la vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc leur mode de vie, les projets, leur développement personnel, etc. Donc ça, je l'ai développé, je pourrais en parler plus longuement. Il y a une vidéo d'ailleurs, une masterclass que je peux te rediriger où j'explique un peu ce coaching, comment il fonctionne. Et donc ça, c'est ma ligne de revenu principale. Je lance aussi un programme qui s'appelle Atomic Perspective avec Elliot Meunier un peu plus tard cette année en 2024. Et je vais ajouter, là c'est mon but pour 2024, surtout 2025, d'ajouter petit à petit des revenus on appelle one-to-many. Donc je vais avoir mes propres programmes que je vais vouloir lancer, potentiellement 1 ou 2 produits digitaux que j'aimerais faire en fin d'année et l'année prochaine, et de créer un écosystème vraiment autour de cette idée du philopreneur, de ce mouvement que j'ai envie de créer du philopreneur, pour pouvoir petit à petit avoir encore plus d'impact, continuer à développer mon média ici sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux, mais YouTube va être important pour moi les prochaines années, je pense, je l'espère en tout cas. Et voilà, et aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, cette année, je vais faire entre 150 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires avec cette activité de coaching.
Et mon but, du coup, c'est de montrer aussi dans les prochaines années qu'en restant avec une petite structure, on peut monter à 300, 500 000 euros même à plus d'1 million d'ici 2, 3 ans. Le tout en restant donc assez limité en termes d'effectifs et en ayant un business basé sur le mode de vie que j'ai envie d'avoir, sur mes idées, voilà, d'être une forme d'entrepreneur, écrivain, intellectuel qui développe vraiment des idées, des concepts, des méthodes et qui arrive du coup à entraîner une audience avec lui dans ces projets et même qui incite son audience à faire de même. Donc voilà comment je gagne ma vie et un peu la vision que j'ai au niveau, brièvement en tout cas au niveau de mon business. Et enfin, donc question, donc comment prioriser entre deux side projets plutôt. Un side project, donc simplement un projet qu'on a à côté par exemple d'un travail ou de son propre business. Je dirais que c'est des questions, là je pourrais plus la casquette du coach, des questions à se poser. Quel est le projet, par exemple, qui va le plus aider ma vie ou mon business dans le futur, voilà, qui va avoir le plus d'impact? Quel est le projet qui va me développer des compétences qui vont être le plus valorisables ou que je vais moi valoriser le plus, qui vont être le plus importantes pour moi? Lequel de ces projets aura été le plus utile, même s'il échoue? Voilà, c'est des questions comme ça que je vais me poser, parce que c'est impossible quasiment en fait de répondre en fait sans plus de contexte. Donc c'est plus par la question, se poser les bonnes questions que tu vas pouvoir répondre à ça. Et donc voilà, je pense que ce sera la meilleure réponse que je peux donner sur cette question. C'est tout pour les questions. Je vous tenais pour finir à vous remercier énormément pour votre soutien ces derniers mois. La chaîne YouTube se développe bien. J'ai vraiment beaucoup d'ambition avec cette chaîne. J'ai envie vraiment de la professionnaliser. D'ailleurs, je recrute en ce moment un monteur et un miniaturiste. Donc d'ici la rentrée, je serai encore plus pro, plus équipé, on va dire, pour vous produire du bon contenu. Je compte reprendre le rythme très sérieusement. Voilà, d'au moins une vidéo par semaine sortira chaque dimanche. Donc dès le mois d'août, courant août, et en tout cas pour septembre, c'est sûr, il y aura une vidéo par semaine. Minimum, c'est le but. Peut-être même passer à 2 vidéos par semaine avant la fin de l'année. Et comme je disais à plusieurs reprises dans la foire aux questions, j'ai envie de pousser encore plus loin cette idée du philopreneur que j'ai pas assez abordé encore avec vous ici. J'ai même pas fait de vidéo un peu manifeste sur ce que ça veut dire concrètement. Mais en tout cas, voilà, c'est ce terme, retenez-le, le philopreneur, qui encapsule vraiment la philosophie de vie, la manière d'être, la manière de travailler, de faire du business que j'ai envie de pousser, que j'ai envie d'incarner, de représenter naturellement, et de vous proposer aussi pour vos propres projets, pour vous aider dans votre vie, dans vos business, et voilà, sur tout ce qui peut constituer voilà, votre quotidien. Donc on va vraiment développer ça, la philosophie de vie, le mode de vie qui va avec, les idées. Qu'est-ce que j'oublie? La manière encore une fois de travailler, de faire du business. Voilà, je me répète un peu, mais c'est important voilà, pour moi de développer ça dans les 3, 6 prochains mois. Enfin, je vous laisse avec cette question. Donc, quels sont les sujets ou les vidéos que vous aimeriez que je fasse? Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser qui pourraient faire des vidéos? Posez-moi ces questions, ces idées de sujets en commentaire. Je les prendrai, je les mettrai dans mon backlog justement et on en fera des vidéos d'ici les prochains mois à la fin de l'année. Pensez avant de partir à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est la meilleure manière de m'encourager. Je ferai une autre FAQ, donc une seconde peut-être pour les 5000 ou les 10 000 abonnés si vous aimez bien ce format. En tout cas, moi, je trouvais ça cool à faire. Ça permet peut-être de donner plus de moi, d'encore plus voilà, de connecter avec vous. Et je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. C'était JCK.